Amis du frisson, bonjour et bonne année. Pour cette année 2014, on va commencer sur les chapeaux de roue avec une histoire de tombeau, un asile hanté. On continuera avec la minute du gamer, bien évidemment, la question de l'abonné pour terminer enfin sur la pin-up du moment. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Aujourd'hui donc, je vais vous parler du caveau des Chase. En fait, dans les Caraïbes, il y a une petite île qui s'appelle l'île de la Barbade, surnommée aussi l'île où les cercueils dansent, qui fait beaucoup parler de lui, d'elle, puisque c'est une île, qui fait beaucoup parler d'elle, puisqu'en fait, il y a un tombeau, le caveau des Chase, qui... Je vais vous raconter l'histoire, vous allez comprendre tout de suite. En 1808, la famille Chase va récupérer ce fameux tombeau, et en fait enterrer la première membre de la famille à l'intérieur, la petite Marie-Anne, 2 ans, morte d'une maladie infantile. Elle va être enterrée dans ce fameux caveau. Puis, en 1812, sa sœur va mourir également et va être entraînée dans le caveau familial. Le père, Thomas Chase, qui est en fait un homme méchant qui vit des exploitations de l'île, va se laisser mourir en fait quelques semaines plus tard, donc toujours en 1812, pour enterrer finalement Thomas Chase. Donc il s'est acheté lui qui est un peu mort, mais il s'est acheté en fait un cercueil de plomb, un énorme cercueil pour pouvoir être enterré dans le caveau auprès de ses filles et tout ça. Quand les esclaves vont ouvrir le caveau, ils vont ressortir complètement terrorisés. Pour une raison très simple. Les cercueils sont complètement à l'envers, posés comme si on les avait posés en fait sur la tête. Donc évidemment, il en faut pas beaucoup à l'époque pour terroriser les esclaves. Et ils décident tous de ressortir. Il y a même le révérend Anderson qui va donc entrer, puisque les gens ne voulaient pas y aller, pour savoir exactement ce qui se passait à l'intérieur. En 1816, Samuel Brewster va être également enterré dessus. La réputation un petit peu du caveau va faire que les gens vont commencer à s'agglutiner un petit peu autour pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que les tombes vont être à l'envers? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Il faudra 8 hommes et un chevalet pour réussir à ouvrir ce fameux tombeau. Ils vont réussir à l'ouvrir et vont se rendre compte qu'une fois encore, le caveau est complètement sans dessus-dessous et même le fameux cercueil en plomb est complètement renversé. Impossible de trouver une trace d'un tunnel à l'intérieur, parce qu'en fait, bien sûr, ils se disent, oui, c'était une famille méchante. Les gens de l'île, en fait, sont arrivés pour un petit peu briser la sépulture, pour la souiller. Et en fait, il n'y a aucune trace à l'intérieur. Ils mettent donc ce fameux Samuel à l'intérieur et décident de tout sceller avec du ciment. Tout va être fermé, le temps va s'écouler. Et en 1819, on va tenter de rouvrir en fait tout ça. Donc il faut casser le ciment. Ils cassent le ciment et ils n'arrivent toujours pas à l'ouvrir. Il faudra une 12aine d'hommes, plus le chevalet, pour réussir à soulever la fameuse pierre. Et quand ils vont ouvrir le caveau, ils vont se rendre compte qu'en fait, le cercueil de Thomas s'était posé en fait à l'opposé et empêché de faire levier pour enlever la fameuse plaque. Donc encore une fois, les cercueils étaient sans dessus-dessous et il y avait carrément donc le cercueil de Thomas Chase qui était plaqué contre la dalle de la sépulture. Donc là, évidemment, c'est le grand cirque. Tout le monde commence à flipper. Et le gouverneur de l'île va décider de piéger un petit peu les gens qui vont faire n'importe quoi. Donc, il met les cercueils correctement à l'intérieur. Il met du sable blanc sur le sol pour voir s'il y aura des traces de pas. Il décide de sceller le tout avec des sceaux officiels pour être sûr que le ciment n'a pas été refait. Il va également donc payer un gardien pour surveiller cette fameuse tombe et il va faire des plans et des schémas pour être sûr de l'emplacement au cas où ça met du temps en fait à s'ouvrir, pour être sûr que les tombes soient exactement au même endroit. Il faudra attendre 1820 tout simplement parce qu'en fait les gens commencent à spéculer et à dire il y a des bruits dans le caveau, des choses comme ça. Et le gouverneur, ça va vraiment le saouler, il va décider d'ouvrir une bonne fois pour toutes le caveau.
et ils vont galérer tout simplement parce qu'encore une fois, les tombes, les cercueils des enfants sont plaqués contre l'entrée et va empêcher en fait d'ouvrir le tombeau correctement. Donc ils vont être obligés de tout casser et ils vont regarder à l'intérieur, pas de traces de pas, ils vont prendre des barres de fer pour voir s'il n'y a pas des tunnels cachés, il n'y a rien du tout. Et pour éviter en fait que l'île devienne une attraction paranormale touristique, le gouverneur va déplacer en fait toutes les tombes dans un autre caveau et va laisser celui-ci ouvert aux yeux du public. Et il ne se passera plus jamais rien. Voilà. Donc ça c'est l'histoire des caveaux des Chase. 200 ans plus tard, on en parle quand même encore, comme quoi c'est quelque chose d'assez incroyable. Ces tombes qui dansent et je pense que ça fait partie des histoires. On pourrait classer un petit peu, vous savez, sur une carte touristique, s'il y avait un tour du monde à faire sur le paranormal. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va attaquer avec la deuxième histoire. Pour cette deuxième histoire, je vais vous parler du sanatorium de Waverly Hills. En fait, je vais éviter de vous faire un cours magistral sur ce qui s'est passé. Mais pour faire court, en fait, au début du XXe siècle, les États-Unis sont frappés par la tuberculose. Et comme ils ne savent pas encore le soigner, ils créent un sanatorium, une bâtisse immense sur 5 étages, pour pouvoir soigner ces maladies, et avec tous les malades qui venaient des États-Unis entières. Il va y avoir plus de 63 000 morts dans ce sanatorium. Pour éviter que les gens voient les cadavres défiler, le sanatorium, qui est donc construit sur une colline, d'où le nom Waverly Hills, les collines de Waverly, va creuser un tunnel en pente descendante, qui se fera appeler plus tard le tunnel de la mort, pour virer en fait les cadavres, les acheminer plus loin, pour pas que les gens le voient et perdent du moral et évidemment se laissent mourir à cause de ça. Ça, c'est l'histoire du sanatorium tel quel. Nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est l'après. Le sanatorium va être abandonné et va devenir en fait un lieu de malédiction et de hantise à un niveau... de toute façon, c'est l'un des lieux les plus hantés du monde. Donc là, on atteint quelque chose de vraiment énorme. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été visitées en tant que professionnels, des émissions qui ont été tournées dessus. Par exemple, Ghost Adventure, TAPS. Pour ma part, j'aime beaucoup TAPS parce qu'il y a un côté professionnel. Quand il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de fantôme pour eux. Mais là, le sanatorium va leur réserver quelques surprises. Ghost Adventures, je vous en parle même pas, parce que lui, en fait, il y a un peu de mouche. Il va se rendre compte qu'il y a des voix qui lui parlent. Donc, imaginez. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans le sanatorium, c'est évidemment la chambre 502, puisqu'il y a quand même 2 infirmières qui se sont suicidées dans cette chambre, à l'époque où il y avait encore les soins pour la tuberculose. Il y a eu des mauvais traitements et des choses qui ont été tentées pour soigner la maladie qui étaient un petit peu en dehors des normes. Ils ont quand même mis des ballons dans les poumons des gens pour les gonfler et les aider à respirer. De base, ça part d'une bonne intention, mais c'est complètement barbare, quoi. Pour certains cas très rares, ils allaient jusqu'à scier les côtes pour que les poumons puissent respirer. Je vous laisse voir la douleur que ça pouvait faire aux gens, quoi. C'était quelque chose d'incroyable. Et en fait, toute cette haine, tout ce mal, voilà, ça a créé le sanatorium que l'on connaît maintenant. Il faut savoir qu'il y a 5 étages et qu'à chaque étage, il y a un petit peu, c'est un petit peu comme l'enfer, si vous voulez. Il y a son monstre particulier, son monstre ou son fantôme. Moi personnellement, c'est le 3e étage qui m'intéresse le plus. Voilà, avec le creeper. Je vais vous en parler. Donc en fait, au rez-de-chaussée, vous avez les bruits qu'on peut entendre traditionnellement dans une maison hantée, je dirais. Les bruits de pas, les gens qui vous parlent, du verre qui se casse alors qu'il n'y a plus de fenêtres. Des odeurs par exemple de viennoiserie, alors que bon, ça fait des années que le sanatorium ne fait plus de croissant. Plein de petites choses comme ça qui perturbent un petit peu. Après, vous avez le cas du doppelganger. Pour ceux qui ne le savent pas, le doppelganger, en fait, c'est un terme allemand pour dire un double fantomatique. Il paraît que quand on croise son doppelganger, notre heure est arrivée.
Et il y a quelque chose qui est plutôt sympa, puisqu'en fait il y a des visites guidées bien évidemment dans le sanatorium. Et un des guides en fait était en train de faire son travail tranquillement avec un groupe. Et en fait lorsqu'il a dit au groupe, écoutez, on va se diviser en deux, je vais partir à l'étage avec ce groupe là, et je vous laisse ici prendre des photos et on va faire, parce que les couloirs sont un peu étroits. Donc en fait, ils commencent à partir avec le premier groupe, le deuxième attend, et ils vont voir le guide redescendre tout seul. Ils vont l'appeler, le guide va les regarder, va se barrer, et il va partir en avant. Les gens sont un petit peu frustrés, un petit peu énervés, et en fait, le groupe revient, mais par derrière, avec le fameux guide. Et il s'avère qu'en fait, quand les gens ont posé les questions, le gars n'avait pas bougé bien évidemment du premier groupe, et il s'avère que c'était le doppelganger en fait du guide qui s'était manifesté. Donc ça voilà, à partir du premier étage, on commence à avoir des petites choses comme ça commence à être un petit peu sympa. Deuxième étage, vous allez avoir un bruit de balles en cuir. Apparemment il y a une petite fille ou un petit garçon, on ne sait pas trop, qui essaye de jouer avec une balle. Et il y a des petites choses très intéressantes par rapport à ça. Ensuite, vous avez mon étage préféré, le troisième étage, avec le fameux Creepers. Qu'est-ce que le Creepers? En fait, là, je dirais qu'il y a quand même quelque chose d'assez démoniaque. Toutes les entités, tous les fantômes, tout le mal-être se regroupent en fait en un être d'ombre et va créer une espèce d'ombre humanoïde qui va ramper sur les murs, sur les plafonds un peu partout, et qui va siffler aux oreilles des gens, et qui va foncer dessus comme s'ils allaient lui sauter à la gorge, quoi. Et ça, je trouve ça, là, on commence à avoir des entités violentes je trouve ça hyper incroyable, quoi. Et quand on commence, on se dit, bon, il y en a un qui le raconte, ok, 2, 3, 4, 5, quand les visites commencent à dire que cette créature existe, ça devient quand même vraiment fou. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que si j'avais la possibilité de visiter le sanatorium, le troisième étage serait ma priorité. Ensuite, vous avez le quatrième étage où vous avez encore une fois des bruits, des hurlements cette fois-ci, beaucoup de choses qui incitent à écouter, à tendre l'oreille. Le cinquième étage avec évidemment la chambre 502 où apparemment on pourrait voir ces infirmières déambuler un petit peu partout. Et donc ensuite les toits, en fait comme ils ne savaient pas soigner la tuberculose, ils mettaient les enfants sur les toits pour respirer l'air pur. Et en fait apparemment le fantôme des enfants serait resté sur le toit. Donc voilà, c'est en gros ce que le sanatorium de Waverly Hills peut nous apporter. N'hésitez pas à nous poser des questions. Alors je dis nous, je dis pas moi, parce que tout simplement je trouve que cette chaîne et ces émissions peuvent avancer si vous les copains, on va pas parler d'abonnés, je trouve qu'en fait il y a tellement de partage qu'on est plus des copains que des abonnés ou des choses comme ça. Si vous les copains et moi on travaille ensemble et qu'on peut donner nos opinions, apporter des pièces, parce que je sais pas tout, j'ai pas la science infuse sur le paranormal, hein. Donc si vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, ça pourrait être génial, et en fait on pourrait peut-être créer quelque chose de vraiment impressionnant sur le domaine du paranormal. Voilà, donc j'espère que l'histoire de Waverly Hills vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire là-dessus. Maintenant on va attaquer la minute du gamer. Pour rester dans le domaine de l'asile hanté, pour la minute du gamer, je vais vous parler du jeu Outlast. Outlast, c'est un jeu horror survival vu à la première personne qui est tout simplement incroyable. Vous avez une ambiance de folie dans ce jeu, c'est quelque chose... C'est vraiment... autant je trouvais que l'horror survival était en train de crever, grâce à ce jeu, je sais que maintenant on peut faire quelque chose. C'est très simple, vous contrôlez un journaliste qui a trouvé des documents qui montrent qu'il y a eu des tests qui ont été faits dans un asile, pas très catholique entre guillemets, et lui il va décider en fait d'entrer dans cet asile pour en découvrir plus. Il s'avère qu'en fait l'asile a été mis sous quarantaine, donc il va forcer forcément l'entrée pour essayer d'aller à l'intérieur, et c'est le grand dawa à l'intérieur. Il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de choses comme ça. Vous avez juste votre caméra et vous vous démerdez. En la frontière entre le paranormal et la peur viscérale de quelqu'un qui vous attrape, un cache-cache mortel vidéoludique, c'est vraiment génial. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille vraiment. Moi je me le suis pris.
Je vous avoue que sur les 15 premières minutes, j'ai changé 3 fois de caleçon. C'est quelque chose de vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs, c'est quelque chose tellement bien, ce jeu est tellement fun, que je m'étais arrêté donc au bout de ces 15 minutes. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je devrais pas en faire un let's play, une découverte, enfin le jeu avec vous, quoi. Bon, ça sortirait bien évidemment du thème de la chaîne maintenant, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de ce jeu, c'est vraiment quelque chose de génial. Faites-le si vous ne connaissez pas, c'est voilà, tout simplement. Bon, je vous laisse avec la fin du trailer, et puis on va attaquer la question de l'abonné. Alors aujourd'hui, une question de Zwix. Zwix, je suis désolé mon pote, je sais pas comment prononcer ton nom. On va juste le voir là sur le message. Donc, qui me demande comment savoir si on a des fantômes chez soi. Eh ben, c'est une question. La question en elle-même est simple, une phrase, mais je pense que c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde peut avoir des fantômes à la maison. C'est juste en fait une histoire de ressenti. Faut savoir que la nature humaine est paranoïaque. Je suis sûr que vous avez tous eu cette impression que quelqu'un était derrière vous quand vous étiez dans un escalier ou alors dans un grand couloir pour aller pisser par exemple, un truc tout bête. Et en fait ça relève de la paranoïa. Pour savoir si vous avez un fantôme à la maison, ça va être plutôt sur des choses, une porte qui s'ouvre, vous la refermez, vous revenez, elle est encore ouverte. Des petites choses du genre, vous êtes dans une pièce, vous entendez quelque chose qui tombe à côté. Et quand vous y allez, il n'y a rien du tout. Ça va être évidemment cette sensation un petit peu de paranoïa, mais je pense que c'est pas forcément ce qui va prédominer. En fait, je pense que c'est ce qui va arriver après. Tout simplement parce que, à force de voir des choses et de comprendre des choses, la paranoïa va s'en mêler. Et c'est très souvent à cause de la paranoïa que les gens ont peur de la hantise. Parce que très souvent, le fantôme qui essaie de communiquer avec vous n'est pas méchant en soi. Fantôme ne veut pas dire méchant. Fantôme veut dire qu'il y a quelque chose qui tente de communiquer et qui se manifeste. Et donc, en fait, je pense qu'on peut savoir s'il y a un fantôme chez soi quand il commence à y avoir des choses qui bousculent nos habitudes alors qu'on n'est pas, on n'en est pas responsable. Voilà.
Si tu vois des choses, ta lumière qui va s'allumer toute seule, tu vas l'éteindre, elle va se rallumer. C'est pas forcément un problème électrique, ça peut venir de ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire attention. Je pense que n'importe quel lieu peut être hanté. Il suffit de voir, hein, ça peut être une île, ça peut être une maison, ça peut être une forêt. On l'a vu avec la forêt d'Aokigahara. Ça peut être n'importe quoi, que la maison soit récente, qu'elle soit ancienne. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des fantômes dans des lieux isolés et abandonnés, quelque chose de vieux. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, ce sont des lieux qui nous font peur et du coup, on est plus réceptif à tout ça. Faut pas oublier que maintenant, la plupart des lieux hantés sont des lieux récents, qui n'ont pas encore 100 ans ou quoi. Et puis quand on y réfléchit au nombre de morts qu'il y a eu depuis le début de l'humanité, je pense que la Terre entière est hantée. Voilà, c'est un avis personnel. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, n'hésitez pas à m'en poser d'autres pour qu'on puisse continuer l'aventure tous ensemble. Et puis voilà, donc je crois qu'on va pouvoir passer à la pin-up du moment. Pour la pin-up, j'ai choisi mon personnage du jeu vidéo préféré. J'ai choisi Jill Valentine, tout simplement. Jill Valentine qui m'a bercé dans l'horreur depuis la PlayStation 1 et qui maintenant en fait continue son aventure, par exemple dans Resident Evil Révélation, où je la trouve simplement énorme. Et puis voilà, je pense qu'elle méritait sa place ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc l'émission s'achève avec ça, avec Jill. Je vous souhaite à tous encore une fois une très bonne année. J'espère que l'émission vous plaît. N'hésitez pas à partager. Maintenant, j'ai une page Facebook pour Mystery Kit. N'hésitez pas à poser des commentaires et à me proposer des choses. Je pense que c'est une aventure qu'il faut qu'on vive tous ensemble. C'est un moment de partage. On oublie les abonnés, j'ai pas une chaîne monétisée, tout ce que je veux, moi, c'est qu'on partage quelque chose et qu'on soit une grande bande de potes. Voilà, tout simplement. Je vous dis à tous à très bientôt, que la force soit avec vous. Ciao, ciao!